Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 20h, dimanche 5 février. Voici les titres. Grogne sociale, trop c'est trop, disent les promotions de l'INFAS, l'INJS, l'ENS, l'ENSET. Les manifestants expriment leur colère suite à l'immobilisme lié à leur situation administrative et financière depuis de nombreuses années. Zone d'investissement spéciale d'Mpassa-Les Bombi. L'opérationnalisation se concrétise. L'État gabonais et le groupe Arise viennent de signer un accord pour la mise en œuvre de ce projet. Et enfin, en Somalie, un sommet sur la stratégie de lutte contre les islamistes radicaux de Shebab a eu lieu mercredi dernier. Plusieurs chefs d'État de la Corne de l'Afrique ont pris part à ce sommet. En ouverture, grogne sociale, l'immobilisme des situations administratives et financières au cœur d'un mouvement d'humeur. Les promotions de l'INFAS, l'INJS, l'ENS, l'ENSET ont observé un sit-in ce lundi au ministère de la fonction publique, espérant trouver gain de cause quant à leurs revendications. Jessica Andjoa. Avec des sifflets, bouteilles et autres marmites, les travailleurs de ces différentes grandes écoles de manière rythmée disent « trop c'est trop ». C'est un véritable calvaire pour les promotions 2015 sorties de l'INFAS, 2019-2020 de l'INJS, celles de 2015 à 2021 de l'ENS et l'ENSET. Tous réclament matricule, mise en solde, intégration et autres salaires non impayés. Nous sommes venus ce matin à la fonction publique pour exprimer notre exaspération suite à l'immobilisme de nos situations administratives et financières. Alors, parmi nous, on a des enseignants qui ont été mis en folle depuis bien des années, depuis 2011, mais qui, à ce jour, n'ont ni intégration, ni titularisation, encore moins les reclassements. On a également d'autres qui sont la promotion de 2020 à 2022, qui, à ce jour, ne sont pas encore mis en fold. Plusieurs d'entre eux ont des matricules soldes, mais croupissent toujours dans la misère. La rencontre à la fonction publique de Libreville consiste à trouver des solutions aux problèmes qui minent leur secteur d'activité. Je suis particulièrement de la promotion 2012, INES. Donc nous sommes à la 11e année de stagiaires à la fonction publique. Cela veut dire que nous avons été recrutés depuis 2013 jusqu'en 2023. Nous ne sommes pas titularisés à la fonction publique. Il y a des démarches qui sont entreprises depuis des années à travers des syndicats, à travers des collectifs. Mais à chaque fois on nous dit ça va se faire, ça se fera. Mais nous pensons qu'on ne peut plus attendre. Nous avons attendu longtemps. 11 ans, ce n'est pas 11 jours. La loi est claire. Après le recrutement à la fonction publique, il faut 2 ans, une année ou 2 ans de stage probatoire. À la suite de ce stage, vous êtes censé être recruté, et titularisé, pardon. Mais nous attendons depuis 11 ans, on n'est pas titularisé. Qu'est-ce que la fonction publique peut bien nous dire ce matin? On va écouter. En attendant une suite favorable face aux négociations qui semblaient être entamées avec les responsables du ministère, la colère était, selon certains grévistes, plus qu'à son paroxysme à l'heure où nous quittions les lieux. Autre mouvement d'humeur à l'Institut national des sciences et de gestion de Libreville. Le personnel ATO revendique le respect de leurs droits en tant que travailleurs en République gabonaise. C'est par un mouvement préventif de grève de 3 jours que ceux-ci s'expriment, espérant avoir gain de cause. Daniel Bukabuka. Ces coups de sifflet traduisent le mécontentement du personnel ATOS de l'Institut national des sciences de gestion. Regroupés en bloc aux abords de l'établissement, ils réclament des meilleures conditions de travail. Le personnel, la CNSS n'est pas payé. On ne peut pas avoir un bulletin de salaire. On n'a pas l'outil de travail. C'est moi-même qui paye mon bic. C'est moi-même qui paye l'encre. C'est moi-même qui prend les rames de papier, qui paye les rames de papier. Reçu le 29 janvier dernier, en négociation par la direction générale, 11 jours plus tard, c'est le statu quo. Après un processus d'enclenchement de grève respecté depuis 2018, selon le président du syndicat national des personnels des universités et grandes écoles et supérieures, il est anormal qu'il n'ait pas de suite favorable. C'est la première fois que nous arrivons au niveau de préavis, depuis 6 ans. Officiellement, j'ai écrit au directeur général pour rappeler qu'il y a des choses qu'il fallait regarder par rapport aux conditions de vie, de travail des agents. La réponse que j'ai eue, c'est « vous m'écrivez en tant que qui ?» Mais à la suite, à la surprise générale, après ça, un jour après, ils nous écrivent pour dire qu'en fait, le préavis qu'on a déposé, c'était juste un tract. Des pères de famille meurtris poussent un cri de détresse à la tutelle pour oublier à jamais ces jours sombres
qui ont déjà occasionné la mort de leurs collègues par manque de revenus. Absent des lieux, le directeur général de l'INSG n'a pas pu donner sa version par rapport aux revendications des grévistes. Par ailleurs, des salles transformées en véritables dépotoirs et des sanitaires endommagés mettent à rude épreuve le travail de ces agents. Une situation complexe qui laisse plusieurs perplexes. Et puis, Jean-Elvis Ebang Ondo, impacté du projet de la voie de contournement, est mis sous pression de quitter sa concession par le biais d'un avis d'expulsion. N'étant pas opposé au projet, ce dernier ne réclame qu'une juste indemnisation de ses investissements avant de quitter les lieux. Modeste Bazangoy. Une ambiance, pas comme toujours, au sein de cette concession. Dans un regard hagard, ce retraité est sommé de quitter ses maisons sous pression d'un avis d'expulsion dans le cadre du projet de construction de la voie de contournement de l'aéroport international de Libreville. Le monsieur, au lieu de venir me remettre le dossier convenablement, il a affiché, on ne voit même pas l'accusé de réception, il vient afficher vers 19h, 18h30, 19h au niveau du quartier. Je ne sais pas, je ne connais pas la loi, mais est-ce que c'est légal? Si certaines familles qui ont reçu des indemnisations forfaitaires ont été contraintes de quitter les lieux, ce n'est pas le cas de M. Eban et les autres, qui estiment que les montants forfaitaires proposés par la société GZ Airport ne tiennent pas compte des valeurs réelles de leur investissement. Elle est moderne, elle répond aux normes au niveau du haut standing, parce qu'il y a des carreaux, il y a tout ici. Favorable à la concrétisation de ce projet malgré lui, M. Eban prépare son déguerpissement dans la douleur. Je me disais que je serais recruté avec 1 million de francs, sans mendicité, sans se salir les mains. Alors maintenant, il me pousse à bout afin que je puisse déraper. Condamné à partir de cette terre où il a investi et passé 30 ans de sa vie avec sa famille, le retraité ne réclame qu'une seule chose désormais, la juste indemnisation de ses investissements. Je réagis de manière pacifique, je réagis de manière légale. Et voilà pourquoi je lance un cri à tous ceux qui me regardent que moi je ne fais pas de la politique et je réclame ce qui me revient de droit. Se sentant lésés et harcelés par ce conflit, M. Eban et les autres, en collectif, ont saisi les juridictions compétentes et attendent que justice soit faite. Quel serait l'avenir de ce retraité et père de famille sans indemnisation juste de ses investissements? Le président du CAP, Emmanuel Mvemba, a effectué une sortie le week-end écoulé qui avait pour objectif la dénonciation de certains faits autour des microfinances. C'est un reportage de Jessica Ondjoa. La question de microfinance était au centre de la déclaration du président du CAP, Emmanuel Mvemba. L'État gabonais en général et le ministère de l'économie en particulier sont ici indexés face à certains ajustements peu orthodoxes. L'État gabonais, par des voies autorisées, développe une escroquerie auprès de ses propres populations. Par la création et acceptation des entreprises délinquantes de microfinance telles que BRSAL, JDS et Sonedix. Cette démarche honteuse de l'État gabonais traduit un point douté aux yeux des responsables économiques et financiers des pays de la CEMAC et au-delà. L'image d'un Gabon immature et incompétent, avec des institutions fragiles et fragilisées par des personnes qui sont tenues de les administrer, à l'exemple du ministère en charge de l'économie. Comment parler de microfinance sans évoquer la corruption, les détournements dont ont été victimes certains citoyens pendant plus de 5 ans dans l'affaire Bersal? Le CAP et le MCVL pensent objectivement que pour n'avoir pas assumé valablement ses obligations constitutionnelles, l'État gabonais reste complice et a escroqué ses paisibles citoyens. Qu'à ce titre, le CAP et le MCVL en appellent à la vigilance et à la solidarité de toutes les victimes de cette escroquerie gouvernementale. Par ailleurs, demande au gouvernement gabonais le remboursement immédiat et sans condition des faits estorqués à son propre peuple. La création d'entreprises représente une étape importante en ce qui concerne l'enquête de moralité, car les demandeurs devraient répondre à certains critères afin d'éviter de tomber dans des travers du genre l'affaire Bersal.
Et puis, après avoir attendu le retour du PG45 qui a été attendu par la Cour constitutionnelle, l'IPADES décide finalement de faire cavalier seul au centre gabonais des élections. Selon ce regroupement, compte tenu des délais, il n'avait que pour seule option l'envoi exclusif de ses membres. Alexandre Bando. Avec ou sans la PG41, l'IPADES de Maître Louis Gaston Maïla va déposer la liste de ses membres qui doivent siéger au centre gabonais des élections. Occasion pour Pierre Claver Manganga Moussavou de dissiper quelques malentendus. Nous nous sommes donc réunis à la demande de la LINAF et avec l'acceptation de la PG41, à l'occurrence Louis Gaston Maïla, qui a marqué son accord pour que nous puissions nous réunir au siège du Parti social-démocrate. Hier, nous nous sommes retrouvés et nos amis de la PG41 ont souhaité répondre d'abord à l'invite de la Cour constitutionnelle qui voulait les auditionner par rapport au recours introduit par un autre groupement politique, en l'occurrence la LINAF, la LIPADES. Et nous avons convenu de surseoir donc notre réunion après que tout le monde ait signé. Pour le président de séance, compte tenu du temps qui ne joue pas à la faveur de l'opposition, la coalition de Maître Louis Gaston Maïla et de Paulette Missambo fera cavalier seul. Nous sommes tenus par le temps. Le ministre de l'Intérieur nous a donné 72 heures. Nous sommes des personnes responsables. Nous devons remettre au ministre de l'Intérieur dans les 72 heures une liste qui devra représenter l'opposition. De toute façon, nous avons beau être 100 partis politiques, il n'y aura que 4 pour la commission ad hoc et 5 pour le collège spécial. Il n'y a rien d'autre à faire. On ne peut pas faire rentrer plus de 4 ou 5. Donc ce travail a été fait. Il peut ne pas être parfait, mais il a été fait. On est donc en droit de se demander si l'alternance tant réclamée par l'opposition gabonaise ne va pas demeurer une simple vue de l'esprit au regard des remous au sein de celle-ci, et qui gagnerait à voir l'opposition gabonaise divisée. Simple question rhétorique. Et puis, l'État gabonais et le groupe Arise, filiale GZS au Gabon, ont procédé à la signature d'un accord de création de l'opérationnalisation de la nouvelle zone d'investissement Mpassa-Les-Bombo de Franceville dans la province du Haut-Ogooué. C'était lundi dernier à la primature. Estelle Mbam. Ce sont les ministres de l'économie et de la relance Janine Lidi Roboti, des eaux et forêts Liouette, de la promotion des investissements Ugba Dingamadia, représentant l'État gabonais, et le directeur pays de Arise, Igor Sima, représentant GZS Gabon, qui ont paraphé l'accord de création et d'opérationnalisation de la nouvelle zone d'investissement spécial Mpassa-Les-Bombo de Franceville dans le Haut-Ogooué. La cérémonie, qui s'est faite en présence du Premier ministre Alain-Claude Bilebenzé, ouvre une étape importante dans la matérialisation du projet de décret pris en Conseil des ministres le 14 avril 2022. Il fallait d'abord finaliser tous les aspects administratifs. Maintenant, nous mettons en œuvre la phase opérationnelle. Nous avons déjà une usine qui est en activité. D'ici le mois de juin 2023, 2 autres usines vont s'ouvrir. Selon le ministre de la Promotion des investissements, les prévisions font état de la création de 600 emplois directs et 800 emplois indirects cette année. L'objectif, conformément aux instructions de M. le Premier ministre du gouvernement, c'est de favoriser la création d'emplois, l'industrialisation du Gabon et le développement de chaînes de valeur à l'intérieur du pays. Pour le Premier ministre, cette signature revêt un double intérêt mis en exergue lors de sa déclaration de politique générale. Le premier, c'est assurer la continuité de ce qui a été fait. Et nous sommes là, le cadre de cette continuité. Le second, c'est réorienter pour tenir compte des besoins urgents de nos compatriotes, notamment en termes d'emploi. Et là, ce que nous signons aujourd'hui va apporter de l'emploi à nos compatriotes, mais aussi en termes de lutte contre la vie chère. Et si nous arrivons à continuer à industrialiser le pays tel que nous le faisons, nous parviendrons progressivement à résoudre un certain nombre d'équations qui se posent à nous.
Passa-les-Bombo est la 3e zone économique spéciale créée au Gabon après Nkok et Ikolo. Elle sera aménagée sur 3 sites, le département de Passa, les communes de Monda et de Mounana. Elle a pour vision de recevoir tout type d'entreprise dans l'optique de réaliser des activités industrielles, commerciales et des services dans les secteurs du bois et de l'agriculture. Dans la suite de l'actualité, Faure Gnassingbé a été reçu par son homologue Ali Bongo Ondimba. L'échange du palais présidentiel était l'opportunité pour les 2 leaders d'États membres du Commonwealth de revisiter les opportunités d'échange autour de la coopération, d'une coopération plus étroite, présidentielle. Pour une coopération plus forte, agissante et plus prospère, le président de la République togolaise, Faure Esozina Gnassingbé, arrivé pour une visite de travail et d'amitié, a été accueilli à sa descente d'avion par le vice-président de la République, Rose Christiane Osukara-Ponda, et par le Premier ministre, chef du gouvernement, Alain-Claude Billy Binzé. Après les honneurs militaires dus à son rang et des salutations d'usage, le chef de l'État togolais a eu un bain de foule de la communauté togolaise présente au Gabon et ensuite direction palais présidentiel où l'attendait son homologue gabonais et frère Ali Bongo Ondimba. Cette rencontre a permis aux 2 hommes d'État d'échanger sur les questions d'intérêt commun continentaux et internationaux de l'heure, à l'instar de la lutte contre les changements climatiques, du One Forest Summit qui aura lieu en mars prochain dans la capitale gabonaise. Des consultations régulières qui ont donné l'occasion aux 2 personnalités en présence des délégations gabonaises et togolaises de s'entretenir sur de nouveaux challenges, de nouveaux domaines de coopération à travers l'échange de compétences, notamment avec la visite de la zone d'investissement spéciale de Nkok, creuset de l'industrie au Gabon, servant de référence pour de nombreux pays. Cette nouvelle visite du président togolais en terre gabonaise intervient après celle effectuée à Lomé par Ali Bongo Ondimba du 30 novembre au 1er décembre 2022, au cours de laquelle les 2 leaders s'étaient rendus sur les sites de Lomé Center, du port autonome de Lomé et celui du centre d'art et de culture appelé communément Palais de Lomé. Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a procédé à l'inauguration de 4 ateliers de maintenance spécialisés dans l'entretien et la réparation des locomotives et des wagons. Le chef de l'État était accompagné du président togolais, Faure Gnassingbé, presse présidentielle. 4 ateliers spécialisés dans la maintenance des équipements ferroviaires, l'investissement réalisé par Arise Logistic Mineral Port et l'État gabonais est inauguré par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba accompagné de son homologue togolais, Faure Esozina Gnassingbé. Ce site accueille 44 locomotives et plus de 1400 wagons entretenus par des jeunes Gabonais formés dans des nouvelles compétences. Ces unités d'entretien traduisent la vision du chef de l'État en matière d'emploi chez les jeunes et de valorisation de la femme gabonaise. Il faut dire que sur ce site, ce sera plus de 44 locomotives et plus de 1400 wagons qui seront entretenus ici par des jeunes Gabonais. Et ça, il faut pouvoir le mettre au crédit de la politique du chef de l'État. Cette politique qui vise donc à donner des emplois à la jeunesse et à valoriser la femme gabonaise. 50% du top management de cette entreprise est représenté par des femmes, quand 26% de cet effectif féminin se retrouve dans l'ensemble du staff de l'entreprise. 1300 emplois créés au profit essentiellement des jeunes Gabonais avec de nouvelles compétences. C'est pour nous un élément essentiel à la construction de notre secteur minier. Ces entrepôts de maintenance permettent d'optimiser les performances opérationnelles pour plus de sécurité sur la voie ferrée. Il y en a 4 qui sont des ateliers qui sont spécialisés dans la maintenance des locomotives et des wagons. C'est un investissement qui a été réalisé afin de nous permettre d'améliorer nos performances opérationnelles, puisque on a commencé timidement avec 4 locomotives et 90 wagons. Maintenant, on a une flotte de 43 locomotives et 1450 wagons. Donc, il était nécessaire de se doter d'infrastructures ferroviaires permettant de faire la maintenance de tout ce matériel afin de circuler en toute sécurité sur la voie ferrée. Toutes ces nouvelles unités de réparation s'inscrivent dans le cadre de la diversification de l'économie. Ces dernières visent à augmenter les performances dans le secteur minier pour mieux exporter la matière première qui est le minerai de manganèse. Au niveau des opérations portuaires, c'est un avantage énorme d'avoir tous ces entrepôts parce qu'aujourd'hui on pourra exporter plus de manganèse. Comme nous sommes quand même le premier producteur mondial
de manganèse, ça va permettre d'augmenter les capacités. Donc le fait d'avoir des nouveaux entrepôts de maintenance permettra d'avoir des locomotives et des wagons sur la ligne et donc d'exporter plus de matières premières. Le fait d'avoir tous ces entrepôts permet d'avoir rapidement une maintenance en 8-10 heures et de retourner sur le rail pour pouvoir charger dans les différentes mines sur lesquelles nous travaillons. Une photo de famille avec les jeunes et les femmes pour immortaliser l'événement. L'industrialisation du Gabon, le secteur, est un vivier d'emploi pour la jeunesse gabonaise. La zone d'investissement spécial d'Uncock et le port minéralier d'Ovendo sont autant d'infrastructures qui sont des références pour de nombreux pays. Et puis, si on peut décrier les habitudes peu orthodoxes des habitants des zones urbaines, notamment ceux de la capitale, il n'en demeure pas moins que les populations de l'arrière-pays ont gardé cette culture du respect de la nature. Écoutons Jean-Hervé Mbé, directeur général des écosystèmes aquatiques. Ils sont arrivés l'année dernière, il y avait l'eau. Promouvoir la culture écologique dans une approche éco-citoyenne chez les apprenants au Gabon, voilà le leitmotiv de la campagne de sensibilisation Green School initiée par l'ONG Les Amis de l'Aloe. La mangrove, un élément prépondérant à l'écosystème, était au centre des échanges. C'est la deuxième édition de Green School, parce que nous sommes dans l'animation de cette caravane, une caravane inter-établissement. Une caravane qui va nous conduire dans tous les établissements de l'estuaire, voilà, pour aller rencontrer la jeunesse de demain. On va dire pas la jeunesse, en fait, les adultes de demain. Donc notre objectif, c'est de bien sûr permettre à ces enfants-là de comprendre, via notre thème, la mangrove, la super forêt. Leur faire comprendre que la mangrove nous évite des inondations, la mangrove nous permet bien sûr d'avoir du poisson. La mangrove, c'est le filtre qui empêche les déchets plastiques d'aller bien sûr en haute mer. Un message qui n'a pas laissé insensible les petits bouts de chou. J'ai retenu qu'on a dit qu'on ne doit pas détruire la mangrove, sinon il y aurait des inondations et aussi des arbres qui marchent. J'ai aussi retenu qu'on a mis les bébés poissons dans la mangrove pour leur protéger. Et j'ai aussi dit qu'on ne doit pas jeter les ordures à la mangrove. Cette campagne environnementale est effectivement soutenue par le monde pédagogique gabonais. Alors nous avons accepté les Amis de l'Aloe dans notre établissement parce que nous avons un défi écologique mondial. Nous avons jugé utile d'apprendre à nos enfants déjà à respecter la nature et à préserver l'environnement. Et quand on parle d'environnement, on parle aussi de la mangrove, c'est pour ça que nous avons décidé d'être en relation avec les Amis de l'Aloe. Ce n'est pas la première fois effectivement, ça c'est la deuxième année. La première année, ça s'est très bien passé. Nous avons fait 2 sorties, 2 excursions au niveau de la mangrove Numinoubé. Nous avons eu à planter des mangroves et nous allons encore repartir, si Dieu le veut, aller voir comment l'évolution de ce que nous avons eu à faire l'année dernière. Il faut dire que la mangrove joue un véritable rôle de tampon entre le milieu terrestre et la mer et limite les rejets de nutriments en excès dans les écosystèmes aquatiques, y compris l'azote et le phosphore. Sport à présent, le dernier coup de pédale de la Tropicale Amissa Bongo a eu lieu ce dimanche 29 janvier 2023. À l'issue de cette compétition, l'heure est déjà au bilan et aux perspectives de la prochaine édition par les organisateurs. Herman Malaga. La satisfaction est le sentiment qui anime les organisateurs de la 16e édition de la Tropicale Amissa Bongo. La petite reine qui a une fois de plus traversé le Gabon a donné droit à son dernier coup de pédale ce dimanche 29 janvier 2023. Une grande réussite pour les coureurs et les populations qui se sont invités en grand nombre pour vivre les émotions procurées par les cyclistes venus de tous les coins du monde. Une course dominée par l'équipe française de Total Energy qui en 14 participations fait montre d'une hégémonie indiscutable dans cette course au regard des résultats de ses coureurs. D'abord avec Jason Tesson, vainqueur de 3 étapes dans cette compétition, avant d'être pris par son coéquipier Geoffrey Soupe sur le parcours de Port-Gentil, qui d'ailleurs va remporter la 16e édition de la Tropicale Amissa Bongo à Libreville. L'équipe française de Total Energy est le porte-flambeau de cette édition de la Petite Reine. Au classement général, on retrouve en première place Geoffrey Soupe de Total Energy, suivi de l'Algérien Hamza Amari et de Christopher Rouget-Lagagne de l'île Maurice. 2 Africains sur le podium final de la plus prestigieuse course cycliste africaine, une première depuis 2006.
Côté gabonais, il faut noter une amélioration de la participation des Panthères, version cycliste, avec à la clé une place de 2e au classement général du maillot de la combativité et une 12e place occupée par Glenn Mulungi lors de la 6e étape à Port-Gentil. Une avancée considérable qui laisse entrevoir des résultats meilleurs lors des prochaines éditions, même si le Gabon finit parmi les dernières équipes de cette compétition. Nous retiendrons que cette édition a été la plus disputée et la plus rapide depuis 2006. Aussi que les organisateurs travaillent déjà sur la 17e édition sur instruction d'Ali Bongo Ondimba à l'endroit du coordonnateur général de la Tropicale Amissa Bongo, Benjamin Burlot. Page internationale cette fois-ci, au cours du séjour du pape François en République démocratique du Congo, pas moins d'1 million de personnes ont assisté à sa première prière qui eut lieu sur le terrain de l'aéroport de Ndolo. Et ensuite, il a rencontré le clergé du pays et les victimes des massacres dans l'est du pays. La venue du pape a suscité l'espoir de paix dans ce pays en proie à l'insécurité. Sidela Niman. L'avion du souverain pontife a décollé de Rome à 8h28 ce mardi et a atterri vers 15h à l'aéroport de Kinshasa, capitale du plus grand pays catholique d'Afrique. Initialement prévue en juillet 2022, cette visite avait été reportée en raison des douleurs au genou du pape de 86 ans qui se déplace en chaise roulante, mais aussi des risques de sécurité à Goma, dans le nord-est du pays, une étape finalement supprimée de son programme. Pour son 40e voyage international depuis son élection en 2013, le 5e sur le continent africain, le pape devrait surtout appeler à faire taire les armes dans ce pays rongé par des violences meurtrières. Ces derniers jours, les préparatifs se sont accélérés dans la capitale congolaise où banderoles et panneaux géants rivalisent de messages de bienvenue pour le premier pape à visiter le pays depuis Jean-Paul II en 1985. Selon le média Vatican News, à son arrivée en terre congolaise et après une visite de courtoisie au président Tshisekedi, il a rencontré les autorités, la société civile et le corps diplomatique au Palais de la Nation et y a prononcé un discours. Le lendemain, 1er février, il célébrera la messe à l'aéroport Ndolo dans la matinée. Dans l'après-midi, il rencontrera des victimes des violences dans l'est du pays et des représentants de certaines œuvres caritatives, l'occasion pour lui à chaque fois de prononcer un discours. Ces 2 derniers jours, dans le pays, se feront essentiellement de rencontres de prière avec les prêtres, les diacres, les personnes consacrées, les jeunes catéchistes et les séminaristes du pays. Après son voyage en RDC, il prend l'avion pour Djouba, la capitale du Soudan du Sud, voyage qu'il effectuera en compagnie de l'archevêque de Canterbury et du modérateur de l'Assemblée générale de l'Église d'Écosse. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur TV+.